Son nom même évoque sa grandeur, le château. Son style princier rappelle la royauté française avec ses tourelles et son toit de cuivre. Il trône majestueusement et fait rêver les passants. Le château Frontenac, 125 ans d'enchantement. Cet hôtel somptueux a ouvert ses portes en 1893. Dès sa construction, l'hôtel se destine au tourisme de luxe et devient l'endroit par excellence des riches voyageurs européens et américains. Derrière ses portes dorées, le château peut sembler immuable. Il est un lieu de tradition. Des rituels comme l'heure du thé ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il semble ancré dans la tradition, il ne refuse pas pour autant la modernité. Le grand projet de modernisation du château lui a conféré une nouvelle signature tout en rehaussant le caractère historique des lieux. Répartis sur 18 étages, les 611 chambres de l'hôtel incarnent le luxe et l'abondance. Ses couloirs, richement tapissés, ont vu défiler les grands de ce monde. Certains de ses pensionnaires les plus connus ont inspiré la rénovation de suites qui leur rendent hommage. Pendant un moment, l'hôtel est devenu résidence. Maurice Duplessis avait fait sa demeure officielle de la suite 1107, bénéficiant de la discrétion de la maison. Au château, le client est roi, mais les rois sont aussi clients. À travers son histoire, le château a accueilli des souverains et hauts dignitaires du monde entier. Phare de l'élégance, il offre à ses résidents de passage une expérience sans pareille. À son hospitalité est jointe une cuisine de haute voltige, réalisée grâce à l'expertise de chefs aguerris et renommés qui, à travers le temps, ont eu le souci d'offrir des produits du terroir québécois. Dans mes mains, j'ai un menu de 1908. C'est un des plus vieux menus qu'on a conservé au Château Frontenac. Donc, c'est assez amusant de voir comment ils ont représenté le fleuve avec les bateaux qui circulent devant l'hôtel. On voit le Château Frontenac aussi tel qu'il était à cette époque-là, donc sans la tour principale. La tour principale qui a été construite seulement dans les années 20. Et au dos, on retrouve le détail de ce que les gens ont mangé ce soir-là de 1908. J'ai un autre menu qui date, celui-là, de 1945. Donc, c'est un banquet qui a été offert à Monsieur et Madame Eugène Bois en 1945 pour leur 25e anniversaire de mariage. Ce qui est amusant de voir, c'est vraiment la nomenclature des mets qu'on a servis ce soir-là. Donc, on a le dindonneau de Valcartier, rôti farci, la sauce aux atokas. On a aussi une salade Lorette, donc qui peut peut-être nous faire penser que c'est inspiré par la rivière Lorette ou ce coin-là. Puis de l'autre côté, ce qui est amusant, c'est les santés, en fait, de voir la tradition, comment les gens portaient des toasts au pape, au roi, les jubilaires, les familles, les amis, les dames. Donc, tout était prédéterminé d'avance. Au début du 20e siècle, le château était le centre névralgique de la culture de la capitale. Lieu de divertissement, la bourgeoisie québécoise s'y retrouvait pour entendre les grands noms de la musique. Recours aux beaux locaux, belles salles, notamment, bien sûr, la salle de bal du château, pour donner des concerts classiques. Et parmi les plus importants, il y a l'association, pendant de nombreuses années, du Club musical de Québec, qui existe depuis 1891, donc à peu près depuis le même nombre d'années que le château. Et pendant une assez longue période, ça a été leur salle attitrée, c'est-à-dire, bien sûr, la salle de bal. Et dans cette salle de bal-là, il s'est produit, écoutez, des noms, là. Arthur Rubinstein s'est produit à cet endroit-là. C'est un pianiste légendaire. C'est vraiment un des plus grands de tous les temps. C'est une légende. C'est dans les... Écoutez, demandez aux gens qui aiment beaucoup la musique de piano, qui sont les 5 plus grands pianistes du siècle, vous pouvez être à peu près certain que Rubinstein va apparaître là-dedans.
Gillian Anderson est une des plus grandes contraltos du 20e siècle. Le club musical recevait les plus grands, elle comptait parmi les plus grandes. Mais comme elle était noire, malgré sa réputation et malgré même le fait qu'elle ait été la première noire à chanter à la Maison-Blanche, petit paradoxe ici, elle a pu faire son récital au club musical, c'est-à-dire à la salle de bal du Château Frontenac, mais n'a pas été hébergée au Château Frontenac parce que le château ne pouvait recevoir un personnage de couleur noire comme client. Arthur Leblanc est un Acadien et ça a été un des grands violonistes. Vraiment, il a fait une carrière exceptionnelle. Il remplissait les salles, il était adulé des publics qui côtoyaient et il jouait du grand répertoire. Mais malheureusement, il était bipolaire, en fait, et a été interné à Robert Giffard. Et à partir de ce moment-là, sa carrière s'est interrompue. Il était là, d'ailleurs, à peu près en même temps qu'Alice Robbie. Dans les années 30, surtout 30-40, là, ça a été très actif. Il y avait un orchestre qui faisait des classiques légers toutes les semaines, qui était dirigé par Pierre A. Marchand. Et il y a eu le fameux orchestre de Gilbert Daris. Écoutez, tous les gens qui ont 70 ans en montant ont entendu parler de l'orchestre de Gilbert Daris parce que c'était le lieu de rassemblement de la belle société québécoise et des clients du Château Frontenac. Il adorait jouer au château, puis il rencontrait tellement de monde intéressant. Il y avait du monde de partout dans le monde. Pendant la guerre, il a joué pour Roosevelt et Churchill dans leur fameuse rencontre. Puis ils ont joué pour les reines, les rois. Au mois de mai 1939, le roi George VI et sa femme, celle qu'on appelait tout récemment encore la reine-mère, donc les parents de la reine Élisabeth, se sont déplacés, sont partis d'Angleterre et sont venus faire une visite à travers le Canada et se sont arrêtés à Québec, bien sûr au Château Frontenac. On avait invité les meilleurs musiciens à faire un programme musical pour le couple royal pour agrémenter le dîner. Mais on avait tenu pour ce concert-là à inscrire une œuvre qui était typiquement québécoise. C'était très important pour lui de bien montrer le Québec musical. Sa vie était très occupée. Il y avait le conservatoire. Mon père était premier violon de l'Orchestre symphonique. Il a fait 22 ans de radio. Ici l'on chante à Québec. Il y avait également une émission radiophonique. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, parce que les premiers studios de Radio-Canada, ils étaient au Château Frontenac, à l'époque où c'était la CRCK. C'est devenu Radio-Canada en 1936, mais la radio d'État existait déjà quand même depuis quelques années, avant que ce soit là, institutionnalisé sous le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Lieu incontournable pour la culture, le Château Frontenac était aussi un endroit privilégié pour les sports d'hiver. Regorgeant d'activités, l'hôtel a aidé à consolider le statut de Québec, ville nordique. Ce que le Château Frontenac pouvait offrir comme sport d'hiver, en réalité, si on peut l'imaginer, probablement que le Château Frontenac était en mesure de l'offrir. Ce que le Château Frontenac pouvait offrir comme sport d'hiver, en réalité, si on peut l'imaginer, probablement que le Château Frontenac était en mesure de l'offrir. C'est pas rien, là, dans les années 20, on va même nommer un directeur des sports d'hiver au Château Frontenac. Vivre la vie d'hiver, profiter de notre séjour, et ça va toujours rester au cœur de ce que le Château Frontenac va vouloir offrir dès son ouverture. Dans les années 1920, autour de 1922, pour la première année, on va offrir des promenades en traîneau à chien,
tellement populaire en réalité, les gens à Québec, on comprend qu'un traîneau à chien, c'était pas quelque chose qui était commun, usuel, qu'on voyait en ville. Ben, eux, ils sortaient avec leur attelage et c'était vraiment un traîneau, pas pour des compétitions. Même si le château recevait des compétitions, on parle vraiment d'un traîneau à chien pour les touristes. La glissoire se trouve à être là. C'est une glissoire qui est plus que centenaire. Ça, on est convaincu. Dès la fin du 19e siècle, on retrouve cette glissoire-là. Une chose est sûre, celle que j'ai en tête, c'est que j'ai une photo de 1905 où on voit très bien la glissoire qui est ici à Québec, sur le château, avec le château en arrière-plan. Et ça fait déjà partie de cette offre d'hiver-là. On a, en plus de ça, une patinoire. Qui est juste à côté. Patin de fantaisie, bien sûr, où on va organiser des démonstrations, un petit récital avec les meilleurs patineurs pour impressionner nos visiteurs. Mais rapidement, à la fin des années 20, on va déjà avoir un instructeur de patin sur place pour les visiteurs. Un autre sport que le Château Frontenac va mettre de l'avant, un autre sport d'hiver, c'est le curling. Ça va être tellement populaire, le curling, que même à l'intérieur du château, dans une salle qu'on appelle la Palm Room, on va avoir une allée de curling complète. Et le sport se fait à l'intérieur même du château ou sur la patinoire juste à côté. Donc, on reste toujours au cœur de cette offre de sport d'hiver à Québec. Quand on est dans les premières années du château, on offre du ski. Mais on le découpe pas ski alpin, ski de fond. On dit qu'on fait du ski. On a une salle où on va pouvoir ajuster les skis, où on va faire de la location d'équipements, on va avoir des entraîneurs sur place. Dans les années 1940, son école va devenir excessivement réputée. On va partir en autocar, en bus, du château pour se rendre jusque dans les montagnes, au lac Beauport. L'offre que le château fait se découpe en deux parties parce qu'il y a une partie d'animer la ville l'hiver. Dès 1894, le carnaval, c'est pour que la ville prenne son statut de grande capitale nordique. À la base, c'est une élite qui organise, mais va faire des activités qui vont s'adresser d'un côté avec le carnaval à un peu tous les habitants de la ville de Québec, mais de l'autre avec le château, on s'adresse d'abord et avant tout à notre clientèle. Le carnaval de 1894 et celui de 1896, ce ne sont pas des ancêtres directs, c'est pas les mêmes gens qui étaient impliqués directement là-dedans. C'est sûr que le château était fondé en 1894 quand on a eu le premier carnaval. Puis en 1954, quand on va fonder la corporation qui va mener au carnaval un an plus tard, bien, c'est sûr que le château va toujours être proche parce qu'on est au cœur de l'offre d'hiver. Donc, en 1894, lors du premier carnaval, il va y avoir une course de canot à glace. Et là, c'était un aller simple, 9 minutes que ça a pris pour traverser le fleuve. Le château va toujours accorder son importance au canot à glace, tellement qu'en 1984, ils vont commencer à commanditer un équipage. Donc, on a un bateau qui porte le nom, les couleurs du Château Frontenac, qui participe aujourd'hui encore aux fameuses courses de canot à glace qu'on tient toujours dans le cadre du carnaval. La reine est élue. Vive la reine! Vive Estelle Première, reine du Blanc Carnaval de Québec. Le Château Frontenac était l'hôte du traditionnel bal de la reine. Soirée mondaine où les gens vêtus de leurs plus beaux atours venaient y célébrer la fête de l'hiver. Ces soirées royales se déroulaient dans l'ambiance ballroom du grand orchestre de Roland Martel. Une chose qui a été formidable, j'ai fait naturellement le Carnaval de Québec, tu sais. Alors, Yves Prête, qui était le président, puis Estelle Côté, qui était la reine de cette année-là, ça va commencer. On m'a fait appel à mes services pour le bal de la reine.
l'âge de 20 ans. Je suis rentré au Château Frontenac. Et là, j'ai commencé à remplacer comme ça. Parce que c'était la place, le Château Frontenac, et je m'excuse, c'était un château. Gilbert Darris, qui a joué pendant 23 ans de temps à la salle Jacques-Cartier, a pris sa retraite. M. Jessup me téléphone un soir, il était à 10 h chez moi. Il me dit, M. Martel, je vous téléphone pour savoir si vous êtes libre avec votre orchestre demain soir à la salle Jacques-Cartier. Bien, moi, j'ai dit oui. Alors, je vous attends demain soir pour débuter à 8 h. Et tout de suite après le premier set, je vois M. Jessup arriver avec sa charmante épouse. Il me donne la main. Monsieur Martel, c'est ce genre de musique que nous sommes en voir. Vous êtes au Château Frontenac pour y rester tant que vous voudrez. Pendant 50 ans, Roland Martel a enchanté les célèbres soirées à la salle de bal du Château Frontenac. Will Bradley m'avait dit, Roland, si tu veux rester longtemps sur scène, ajuste-toi. J'ai gardé le style de Glenn Miller parce que mon thème, c'était Moonlight Serenade. On avait des pièces des Beatles, on a fait des pièces d'Elvis Presley, tout ce qui était nouveau. Ce qui est important pour les danseurs, c'est d'avoir la pièce, entendre la mélodie. Pour les autres. Alors, voici, j'ai resté là, naturellement. Et grâce au Château Frontenac, j'ai été capable de garder mon orchestre pendant tout le temps que j'étais là. Les soirées ballroom se perpétuent encore aujourd'hui le temps d'une soirée où le chic y est à l'honneur. Peu de lieux savent organiser d'aussi somptueux événements que le Château Frontenac. De réaliser les attentes des clients, d'aller au-delà de leurs attentes, c'est pour nous une récompense. C'est la mission accomplie. Cet hôtel prestigieux, emblème de la ville de Québec, accueille en moyenne chaque année 300 000 visiteurs. La bourgeoisie européenne et américaine du début du siècle a laissé place à une clientèle encore plus variée. De partout à travers le monde, l'hôtel attire des visiteurs curieux de cet attrait unique, débordant d'histoires étonnantes qui enrichissent sa mythologie. À chaque étage de l'hôtel, on a des chutes à lettres qui, avant, permettaient aux gens de déposer des courriers dans la chute. Il y a plusieurs années, lorsqu'on faisait des travaux d'entretien, on a retrouvé une carte postale qui était prise en 2 étages. Donc, évidemment, on a lu la carte postale. C'était un soldat de la Deuxième Guerre mondiale qui écrivait à sa bien-aimée « Attends-moi, je vais te marier lorsque je vais revenir ». Et on a essayé de retrouver cette dame-là, puis on ne l'a jamais retrouvée. En 2015, une télésérie coréenne qui est venue faire du repérage ici en prévision d'une télésérie qui allait être filmée à Québec. Dans la télésérie coréenne, on voit l'héroïne qui s'envoie une lettre dans la boîte aux lettres du lobby. C'est ce qui fait en sorte aussi que lorsqu'on vient dans le hall du Château Frontenac, on voit beaucoup de Coréens se prendre en photo ou envoyer des lettres dans cette fameuse boîte aux lettres-là. Elle est vraiment devenue célèbre. Son apparence digne des contes de fées lui vaut de nombreuses visites. Mais au final, c'est aussi la qualité du service qui fait revenir les voyageurs année après année. En haute saison, près de 750 employés s'assurent de respecter les plus hauts standards de qualité. Traité aux petits soins, le client qui s'y arrête a droit au traitement royal, digne d'un château. Je crois que concierge est un des plus beaux domaines de l'hôtellerie. C'est offrir du bonheur aux clients. Jeune dame qui m'appelle un matin pour... elle voulait s'acheter un chien bulldog. Je me souviens pas quelle sorte, c'était bulldog anglais ou français. Mais c'était une femelle qu'elle voulait, âgée de tant de semaines. Puis elle, c'était une cliente de l'Amérique du Sud. Donc, il fallait qu'elle le ramène au Pérou avec elle. Ça prenait les vaccins et tout. Puis là, elle me dit, à la fin de sa demande, elle me dit, écoutez, je pars dans 3 heures. Vous avez comme 3 heures pour me trouver ça. Donc, il a fallu que je fasse beaucoup d'appels. Et finalement, j'ai trouvé un éleveur à Québec qui, elle, en avait pas, mais elle connaissait quelqu'un, un autre éleveur à Montréal qui en avait. Donc, on était capable de lui trouver son chien. Quand j'ai appelé la cliente, j'ai dit oui, on en a un, mais il est à Montréal. Puis elle me dit, il n'y a pas de problème, moi, je dois passer pour Montréal, alors ça va me faire plaisir de récupérer le chien. C'était un petit lapin, une doudou d'un enfant qui habitait ici à l'hôtel. Fait qu'il avait le bras arraché.
La concierge est venue à la lingerie pour que je lui répare le bras. J'avais pris un tissu vert, puis j'avais mis le lapin sur le tissu, puis on l'avait photographié comme si on était en train de faire une chirurgie. Puis après tout ça, bien là, avec ce tissu-là, après, j'ai décidé de faire une robe. La concierge a fait « wow », parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, j'allais faire une robe, là. On me dit que la petite fille était très, 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 très heureuse. Et les parents aussi ont été très, très surpris de tout ce setup-là pour un petit toutou, là. Ouais, c'était magnifique. Ça va faire un beau souvenir, ça. Du haut du Cap Diamant, tel un monarque, il déploie toute sa magnificence, son charme et son romantisme. Depuis 1893, le château, symbole de la ville de Québec, ne cesse d'intriguer et d'enchanter.